Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a ce soir des personnalités absolument extraordinaires. Un petit peu plus de lumière, si tu peux la mettre, s'il te plaît. Pas trop, parce que je perds un peu mes cheveux. Merci beaucoup. Et alors, je vais juste vous dire les gens qu'on va applaudir ce soir. Et puis après, bien sûr, je les inviterai individuellement. Nous avons l'honneur d'avoir ce soir, mesdames et messieurs, nous l'avons eu cet après-midi, un des plus grands historiens de tous les temps, Monsieur Ahmed Youssef. Nous avons... Non, pas encore. Nous avons le prince, Monsieur Joachim Murat. Je vous d'applaudir très fort. Nous avons également Monsieur Jacques-Olivier Boudon, s'il vous plaît. Il est toujours bloqué dans les bouchons. S'il arrive, il arrive. Sinon, il devra attendre un an pour l'avoir. Nous rendons également hommage à un grand monsieur du cinéma, Monsieur Youssef Chahine, qui, bien entendu, pour des raisons techniques, n'est pas parmi nous ce soir, mais on peut l'applaudir. Et ce sera sa formidable productrice légendaire, grande dame du cinéma égyptien, Madame Marianne Khoury, s'il vous plaît. Voilà, je n'ai oublié personne, hein, c'est ça, c'est bien. Alors, mesdames et messieurs, l'édition dernière, j'ai récompensé 5 personnalités essentielles du monde napoléonien. Christian Clavier, Jean Tullard, Thierry Lance, David Chantran, Monsieur Ozna. Ce soir, nous récompensons 7 personnalités hors normes. Donc, il y a Serge Lama, pour des raisons d'emploi du temps, il ne pouvait pas être là le 12, donc on l'a fait le 5. Nous avons Jacques-Olivier Boudon, le prince Joachim Murat. Nous avons Monsieur Daniel Auteuil, qui n'est pas parmi nous, mais qui viendra l'année prochaine, mais on l'avait désigné pour cette année. Monsieur Ahmed Youssef, Monsieur Youssef Chahine, Mémorial, Mardia Khoury. L'année prochaine, nous aurons, comme toujours, des projections de films, conférences, rencontres et bien plus. Tout au long de cette année, il y aura les vidéos de cette année qui pourront être visibles. Et également, je vous annonce la création d'un podcast autour, justement, du Festival de Napoléon. Là aussi, l'histoire sur des sujets comme nous avons aujourd'hui, Bonaparte et Mahomet, Napoléon et les Juifs. Je rappelle que Napoléon est le premier homme politique qui a donné la citoyenneté d'un pays, dans ce cas-là la France, à une religion. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a fait énormément de choses. Donc il y aura un podcast qui permettra à toutes celles et ceux qui veulent retrouver un peu les moments du festival, qui pourront les avoir tout au long de l'année. Je tiens à vous dire également que le Festival Napoléon, j'ai créé une compétition de films qui devait se faire autour du thème Napoléon. Et il y a eu, donc on va commencer à les montrer l'année prochaine, plein de courts-métrages qui ont été faits à travers le monde et de documentaires autour justement de Napoléon. Alors, il y a eu près de 180 quand même submissions, envois, qui venaient de près de 28 pays, mesdames et messieurs. Alors, je vais vous dire ceux qui ont été sélectionnés, ceux qui ont gagné, vous applaudirez une fois à la fin pour tout le monde. Alors, le premier prix est attribué à Monsieur Marshall Ferrin, qui vient des États-Unis, qui a écrit, qui a fait carrément une série télé sur Lafayette. Voilà. Donc, très intéressant. Charlie DiStefano et Jonah Mazer d'Australie. Le film s'appelle Is This Forever? Un film japonais de Hiroshi Toda, Muji no Pass. Un film français de Damien Stein qui s'appelle Tarta, qui parle justement sur l'Égypte, sur Gizeh, etc. Et double mention, puisque ce monsieur est en fauteuil roulant et a fait un film absolument extraordinaire où lui-même, il va, il se déplace et il montre, il explique. Donc, vraiment, bravo. Björn Rallard de Suède, qui s'appelle I'll Come Home. Mario Alberto Sautré de France, un très beau film qui s'appelle Les Artisans. James Stewart du Canada, une très belle série qui s'appelle Château Laurier. Tim Landry des États-Unis, Shoveling Pixie Dust, mémoire. Joe Anderson des États-Unis, Pilot Error. Luis Salvatore Bellanti de France, un film qui s'appelle Arrivederci Paris. Enfin, un très beau film polonais, Arek Detmer et Lukasz Zakruski, qui est un peu un remake des duellistes modernes en polonais, très très intéressant. Daniel Leon Lacave d'Espagne, film qui s'appelle Madres. A Lucky Day, Dia de Suerte d'Espagne de Eusebio Lazaro. Et enfin, Luz James de Mexico, Ici Adelita. On peut les applaudir très fort.
Alors avant d'inviter notre premier invité, quelques personnes à remercier si vous me le permettez. Je souhaite remercier de tout cœur tous nos partenaires. Napoléon Ier Magazine, le meilleur magazine au monde. David Chantran, merci beaucoup. Qui est abonné, tout le monde est abonné j'espère. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas, dépêchez-vous. Histoire Magazine. Merci. Les montres, Napoléon et Joséphine. Il y a des petites surprises pour vous. Toute l'équipe du Club de l'Étoile, Amine à la régie, Dimitri, Christophe, Romain, Pierre, Léa et toute l'équipe, s'il vous plaît. Louana Santanino et Monsieur Serge Lama, s'il vous plaît. David Chailloux, Élie Corchia, puisque nous avons Élie Corchia qui est le président du consistoire, le consistoire créé par Napoléon. Nous avons une conférence absolument extraordinaire entre David Chantran, grand historien devant l'éternel, et puis Élie Corchia. C'était absolument passionnant comment l'histoire de Napoléon est vécue, même encore aujourd'hui. Donc vraiment très 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 beau. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Égypte, Monsieur Allah Youssef. Merci Votre Excellence d'être là. Merci beaucoup. Nada Nourag, Nicolas Nadel de la boutique Napoléon à Paris, plein d'autres, sans oublier Monsieur Napoléon Bonaparte, sans qui nous ne serons pas là aujourd'hui. Voilà. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. C'est Monsieur, son nom complet, c'est Joachim Charles Napoléon Murat, prince de Pontecorvo. Je vous demande de l'applaudir très très fort, s'il vous plaît. Bravo! Comment allez-vous? Je vous en prie, mettez-vous là un petit instant. Je vais dire quelques mots pour vous. J'adore, vous restez là, comme ça vous êtes un peu embarrassé avec toutes les belles choses que je vais dire sur vous. Vous êtes une personnalité importante des cercles napoléoniens. Vous êtes le descendant à la 7e génération du maréchal Joachim. Alors, est-ce qu'on dit Joachim, Joachim, Joachim? Qu'est-ce que... On dit Joachim. Joachim. Même à l'époque? Alors, c'est du bouche à oreille, mais là, on en est sûr, oui, parce que tous les princes murats... Alors, on dit Joachim et on en est absolument certain, c'est du bouche à oreille, puisque depuis le premier Murat, les chefs de famille s'appellent Joachim. Voilà. Bon, alors, Donc, Joachim, c'était Joachim Murat. Donc, il faut bien le savoir. Joachim, il est le descendant à la 7e génération du prince Joachim Murat, 1767-1815, grand-duc de Berg, puis roi de Naples, et de son épouse Caroline Bonaparte, s'il vous plaît, sœur de l'empereur Napoléon. Donc, il est aussi le descendant, un des descendants aussi de la famille Napoléon Ier, quand même, qu'on peut applaudir très, 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 très fort. Le prince Murat passe une large partie de sa jeunesse en banlieue parisienne. Il est diplômé en droit à l'université Paris 5, puis en sciences politiques à l'université de Paris 1er. Pendant ses études, il fait de nombreux métiers différents, ouvrier sur des chantiers d'appartements, chauffeur, cascadeur. Vous n'êtes pas blessé? Si. Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais spécialisé dans les chutes. Donc dans les chutes. J'ai eu une petite fracture du rachis. Ah oui, bon, vous faites plus, j'espère. Hein. Chef de piste pour le cirque de Noël Bouglione. Il effectue son service militaire comme élève officier de réserve à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, puis au sein du 14e régiment, parachutiste de commandement et de soutien à Toulouse. Il a ensuite versé dans la réserve du 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine, avec lequel il participe à un déploiement en opération extérieure au Kosovo. S'il vous plaît, on peut l'applaudir très fort. Bravo! Bravo. Il intègre comme enquêteur et médiateur juridique le Comité contre l'esclavage moderne, organisation spécialisée dans la lutte contre le trafic des êtres humains et l'esclavage domestique. On peut l'applaudir pour cette très belle chose. Merci. Merci. Il rejoint ensuite la start-up Studi, très très bonne start-up entre parenthèses, puis entre ministère de l'Éducation nationale, ça aussi c'est une bonne start-up, au sein de la mission interministérielle pour les arts et la culture à l'école. Ça, c'est très important. Et je pense à Estelle Ferry qui a créé un programme pour enseigner Napoléon à l'école. Donc ça, c'est très bien. Donc bravo pour ça, mon cher ami. Après une période militaire au Kosovo, il rejoint la SAGEM, le groupe Safran, puis le groupe Atos au sein des équipes internationales pour la vente de technologies de souveraineté dans plus de 30 pays. Il est expatrié en Inde pendant 6 ans comme directeur de filiale pour le groupe Safran, chargé de la mise en place et de l'installation du projet gouvernemental indien Aadhaar, d'identité sécurisée de l'ensemble de la population indienne. Ancien conseiller au ministère du Commerce extérieur de la France entre 2003
et 2018, c'est les meilleures années, donc merci. Il travaille actuellement comme cadre dans une société spécialisée en informatique. Comme je vous ai dit, il est le descendant du prince Murat, de Caroline Bonaparte, arrière-petit-neveu de l'empereur Napoléon Ier. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à, et j'ai le plaisir de vous le remettre, le prix Napoléon pour vous. On peut l'applaudir très fort. Et également le buste de quelqu'un que vous connaissez sorti à la lumière. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois ce prix. Comme on est dans un cinéma, j'aimerais d'abord remercier toute l'équipe du film, parce que c'est d'abord un travail d'équipe. Et j'aimerais en premier lieu remercier toute l'équipe de tournage, à commencer par l'équipe de production et de conception qui sont à l'origine de ce projet. Sans eux, rien n'aurait été possible. Un grand merci à Laetitia Rabolino et Charles Bonaparte. Un succès formidable. L'équipe technique, les régisseurs plateau, bien sûr, Charles Talleyrand et Joseph Fouché, les ingénieurs son, Griboval, Charleville, Thierry de Lagarde, les chefs monteurs, Murat, Bessières, Lassalle, parmi les meilleurs, Davos, Soutenay, Berthier, les cadreurs et preneurs d'images, qui ont été absolument exceptionnels, François Gérard, Jacques-Louis David, Antoine Gendreau, et bien sûr le scénariste, Emmanuel Lascaz. J'en oublie certainement, mais c'était une très grosse production internationale, donc on a eu de l'Égypte à la Russie, en passant par l'Espagne, et l'Allemagne et la Pologne. J'en oublie certainement. Non, plus sérieusement, je voudrais remercier d'abord la présence parmi nous de mon épouse, la princesse Yasmine, de mes sœurs, Caroline et Elisa, de ma cousine, la princesse Caroline, de mon cousin, le prince Pierre, de mon cousin, le prince Charles. Je remercie également la présence de la sénatrice Joëlle Garrieux-Méliane, de M. Laurent Dassault, de M. Yves Tréhard de Figaro, de son Excellence l'ambassadeur d'Égypte, de M. Gonsara, pour lequel je dois dire j'admire énormément sa passion, Nicolas Nadel de la boutique Napoléon, Sébastien Lefebvre, à qui je dois beaucoup, il le sait, et aujourd'hui, je suis absolument navré. Bon, mais je suis vraiment ému et surpris de recevoir ce prix, je vous assure que je suis vraiment ému et surpris, parce qu'elle a d'abord récompensé des très grands défenseurs de la mémoire et de l'histoire napoléonienne, des historiens de l'envergure de Jean Tullard, Thierry Lenz, David Chantran, Jacques-Olivier Bouton, Ahmed Youssef, et des artistes exceptionnels comme Serge Lama, Youssef Chahine, et à son âme, et Christian Clavier. Donc voir mon nom ajouté à cette liste, si vous voulez, me remplit d'humilité évidemment, et de gratitude, cher David. Alors tout au long de 2021 pour Napoléon Ier, et maintenant en 2023 pour Napoléon III, les polémiques attachées au Premier et au Deuxième Empire, j'ai une préférence pour le terme Deuxième Empire, ont fourni une large audience aux gratteurs de subventions, évidemment mémorielles, et aux petits Robespierre de plateau télé. Bon, auxquels, heureusement, les historiens justement récompensés par le prix Napoléon ont fait un travail remarquable de mise en perspective et de rétablissement des faits historiques. Aucun d'entre eux, Tullard, Lenz, Boudon, Youssef, Chantran, aucun ne peut être soupçonné d'être napoléonâtre, et chacun a fait un travail absolument étincelant de défense de la réalité historique, de façon complètement détachée et apartisane. Alors en ce qui me concerne, en revanche, la petite pierre que j'ai pu apporter à travers des chaînes YouTube et quelques articles de presse écrite pour défendre le Premier et le Deuxième Empire était, je peux bien vous l'avouer aujourd'hui, un petit peu plus militante. Parce que pour moi, en défendant la France napoléonienne, ce qu'on défend, ce sont des valeurs fondamentales, et particulièrement françaises. La volonté, l'énergie, l'audace, le courage, l'honneur et le panache. C'est la France, c'est son incroyable vitalité et ce qui fut son incomparable grandeur. C'est l'exemple que nous donne cette extraordinaire génération de Français, puisque quand on parle de Napoléon, on parle surtout de cette génération de Français de la Révolution et de l'Empire. C'est le refus de la résignation, le refus de la médiocrité. On en a vraiment besoin. Cette conviction qu'on peut faire de sa vie un destin, et de ce destin une épopée. C'est ça Napoléon. Comme tous les Français de cette génération, femmes, hommes, épris de liberté qui se sont rassemblés pour réaliser cet immense projet qui, en les dépassant, les a tous élevés au-dessus d'eux-mêmes, la diffusion des lumières, la libération des énergies, la gloire, et attention, mot très compliqué aujourd'hui en France, la grandeur. La diffusion dans le monde entier des principes de liberté et d'égalité, la diffusion de cette idée géniale de souveraineté nationale avec la souveraineté populaire comme socle de sa légitimité, c'est Napoléon. C'est tout simplement l'origine des démocraties modernes. C'est le point de départ d'une libération à l'échelle mondiale. Quelle entreprise humaine
a jamais connu une aussi formidable réussite? Je vous pose la question, si vous avez la réponse, je serais très curieux de la connaître. C'est la nation française qui a ainsi été pour le reste du monde le phare de l'émancipation. C'est Napoléon qui a transformé notre nation en un état de droit qui n'était pas à l'époque un gouvernement des juges. C'est Napoléon qui a mis en place une véritable méritocratie sans considération de naissance, c'est la clé de son succès. C'est Napoléon qui a gravé à jamais l'égalité de tous devant la loi, sans considération d'origine et de religion. C'était impensable à l'époque, ça nous paraît tout à fait naturel aujourd'hui. Nous l'avons fait, voilà ce qu'est la grandeur à la française. Tout à la fois fondation juridique et modèle de société, évidemment le Code Napoléon est aujourd'hui la base du droit dans presque tous les pays d'Europe. Il faut s'en rappeler. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Grèce, le Luxembourg sont basés sur le Code Napoléon. Et au-delà de l'Europe, ce sont plus de 70 pays, plus du tiers de la planète quand même, qui de l'Égypte à la Bolivie en passant par le Sénégal, pour remonter ensuite jusqu'au Canada, se sont inspirés du Code Napoléon. Bonaparte nous a donné l'exemple. Ce sont des paroles de l'actuel hymne national polonais. C'est dans l'hymne national polonais. Depuis le Premier Empire, la Chine appelle la France Fargo, ce qui signifie le pays de la loi, littéralement. Avant, ça s'appelait autrement. Alors nous devrions constamment célébrer cette génération de Français du Consulat et de l'Empire pour inspirer notre jeunesse qui reconnaîtrait un appétit de jeunesse normale, d'énergie, de fougue, de réussite et d'espoir, et pourrait y entendre encore l'écho des notions de fierté, de grandeur, de gloire, qui seules donnent envie à chacun, qu'il soit de souche ou d'adoption, de s'assimiler à la communauté et au projet national. Il n'y a pas d'autre solution. Toutes ces notions semblent faire si peur aux gardiens autoproclamés de notre paix civile, certains allant même jusqu'à proposer, et ça n'est pas une blague, vous l'avez sûrement vu, de raser le château de Versailles parce qu'il rappelle aux Français leur grandeur passée, sans le nommer, M. Jean-Michel Apathy, journaliste des plus grands médias de presse, radio, télé, écrite. Depuis 30 ans, vos impôts ont largement permis de diffuser ces idées géniales. Voilà bien un sujet d'inquiétude, d'ailleurs, parce que nous humilions notre histoire et disqualifions les notions de fierté, de panache et de grandeur. La totalité de notre jeunesse, quelle que soit son origine et son milieu social, se détache du corps national car plus rien ne l'incite à s'y rassembler, à y adhérer. Il est absolument vital d'inverser cette tendance. Alors bravo et merci au Festival Napoléon, à David Serrero, pour cette initiative formidable. Et David et moi, on en parlait tout à l'heure, nous avons, cher Joël, cette même conviction, c'est que Napoléon est le plus efficace des antidépresseurs. On est tous d'accord, c'est de la vitamine pure. Donc avec David, on se demandait si on n'allait pas faire une proposition pour que le Sénat passe un projet de loi, je sais que c'est pas le rôle du Sénat, mais on a une sénatrice dans la salle, pour que Napoléon Bonaparte soit ajouté à la liste des médicaments remboursés par la sécurité sociale. Merci beaucoup et vive l'empereur. Merci. Bravo. Qui est Monsieur Murat? L'original. L'original. Pas la copie. Non, alors l'original, c'est vous l'avez un petit peu brossé en faisant mon portrait à moi. Écoutez, c'est le 11e enfant de Jeanne Loubière et de Pierre Murat, qui naît en 1767, donc le 25 mars 1767. Alors, elle avait 46 ans à l'époque, Jeanne Loubière, donc les femmes du Quercy, 11 enfants à 46 ans en 1767. Les femmes vaillantes. Et alors donc il va faire son séminaire, il va faire son collège à Cahors et son séminaire à Toulouse, donc c'est un grand lettré, contrairement à ce que laissera la légende républicaine anti-napoléonienne qui s'est beaucoup attaquée à Murat pour lui donner l'image de Soulard. Il n'était pas fils d'aubergiste, ça aussi c'était une volonté d'aggraver l'image de Soulard de Murat. Alors moi ça ne me dérange pas du tout, il aurait tout à fait pu être fils d'aubergiste, mais en fait son père s'occupait de gérer les biens communaux de la commune du Quercy dans laquelle ils étaient résidents, et sa mère avait un relais de poste en fait, ce qui était un espèce de Airbnb de l'époque. Donc c'est pas du tout une auberge, mais effectivement il y avait une table de temps en temps, et c'est là que Murat va découvrir les chevaux, puisque les relais de poste à l'époque, c'était pas à vélo comme des libéraux, c'était à cheval. Et le Murat va rejoindre les chasseurs royaux du 21e chasseur, parce que lui n'a pas le sentiment, la fougue, enfin en tous les cas la vocation ecclésiale. Il va rencontrer Bonaparte le 13 Vendémiaire 1795 pour la répression d'une émeute royaliste à Paris. À l'époque, Bonaparte est en charge de la sécurité à Paris. Il tombe sur ce capitaine Murat formidable, il a besoin des canons, il va les chercher à la plaine des Sablons, c'est l'actuel métro Sablon, sur la ligne 1 du métro. Et là, à partir de là, ils vont plus se quitter, ils vont faire toutes les campagnes ensemble. Murat va épouser sa sœur Caroline, Murat va avoir un rôle clé dans le coup d'État du 18 Brumaire, puisque c'est lui qui va sauver le coup d'État en entrant dans le Conseil des 500, en disant « Citoyens, vous êtes dissous, foutez-moi tout ce monde là dehors ». Petit aparté. À l'époque, c'était bordélisé déjà, le Conseil des 500. Donc, voilà, citoyens, vous êtes dissous, foutez-moi tout ce monde là dehors, on pourrait peut-être en reparler. Bon, quoi qu'il en soit, à partir de là, il faut à peu près toutes les campagnes. Lui devient évidemment maréchal, il fait partie de la première promotion de maréchal, et le deuxième d'ailleurs à être nommé.
Il prend le corps de la Légion d'honneur, il est grand amiral de France, il devient grand-duc de Berg et de Clèves, il est roi de Naples, il fera une carrière, une vie absolument étincelante, et c'est un personnage qui pour moi est extraordinairement inexplicable, parce que c'est une espèce de bête de guerre, c'est une machine à tuer, mais c'est la plus grande machine à tuer de l'Empire, d'ailleurs, c'est le plus grand meneur d'hommes de l'Empire. Il faut, petit point pour comprendre un peu Murat, c'est qu'en décembre 1808, Napoléon, par erreur, a déclenché la guerre d'Espagne. Murat est sur son trône à Naples, et Fouché et Talleyrand s'interrogent. Qu'est-ce qu'on fait si Napoléon se fait tuer dans une embuscade? Mais qui pour tenir l'Empire? Et les deux, on arrive à la conclusion immédiate, il n'y en a qu'un seul, c'est Murat. Alors pourquoi? Parce que Murat tient toute l'armée, c'est le seul qui tient toute l'armée. Alors c'est aussi le membre de la famille impériale le plus aimé de la population française, mais c'est le seul qui tient toute l'armée. Donc c'est à une époque où les meneurs d'hommes, tout de même, on n'était pas à court de meneurs d'hommes à l'époque en France, c'était le plus grand, tous après l'empereur, évidemment. Voilà, donc alors Murat jusqu'à la fin sera fidèle à l'empereur. En 1814, il va finir par signer un traité d'alliance avec les Autrichiens, parce que l'empereur, lui, est parti dans une espèce d'hubris incontrôlable de domination absolue de l'Europe sous la botte française. Il n'a pas vu le principe des nationalités, ce que Murat a vu. Et Murat, lui, veut faire l'unité italienne, il va faire l'unité italienne d'ailleurs, donc Murat est aujourd'hui considéré comme une icône politique en Italie. Donc il se retournera contre Bonaparte pendant 3 mois, jusqu'à l'extrême fin. Donc Bonaparte, lui, part à l'île d'Elbe, et en avril 1814, si ma mémoire est bonne, mais David Chantran me corrigera. David Chantran, s'il te plaît. Oui, 1814, c'est ça. C'est ça. J'ai bon. Et donc j'ai bon là-dessus. Et en fait, à partir de. C'est vrai, c'est plus efficace. On va voir si par rapport à ChatGPT. Mais à partir de là, en fait, Murat va aider Napoléon. Ils vont avoir une correspondance secrète pour débarquer au Golfe Juan. Et la Murat, qui avait gardé son trône, qui aurait pu être comme les Bernadotte, vous avez une dynastie française en Suède, il aurait pu y avoir une dynastie Murat en Italie, puisqu'à l'époque, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie soutenaient les Murats pour garder le trône de Naples, avec la France qui était contre. Et donc là, en fait, il avait tout à perdre, il a tout perdu. Et il sera fusillé par le régime des Bourbons-Sicile, qui vient d'être restauré grâce aux Anglais. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur la relation de Murat et du prince Murat, pardon, et de l'empereur Napoléon, leur relation, comment le prince Murat voyait Napoléon? Est-ce qu'il était jaloux? Est-ce que c'était je sais pas, est-ce qu'il était jaloux? Est-ce que il le voyait comme son idole? Est-ce qu'il le voyait comme un ami? Alors, c'est une relation à la Gainsbourg, parce que c'est une relation à la jetée, moi non plus. Et le Murat, toute sa vie, sera totalement subjugué par la personne de l'empereur, mais comme tout le monde autour de l'empereur. Hein. Totalement subjugué. Murat et Napoléon sont très amis dans les toutes premières années, ils sont extrêmement amis. Ça va se brouiller justement en partie à partir de 1808 quand Napoléon apprend, parce que cette histoire de Fouché et Talleyrand qui envisage Murat comme successeur, Murat n'est pas du tout au courant. Mais Napoléon, lui, l'apprend et ça le met dans une colère noire. Ça va d'ailleurs précipiter la fin de Joséphine, enfin la répudiation de Joséphine au profit de Marie-Louise pour qu'il ait un héritier. Parce qu'il dit comment ça, Murat, même pas un de mes frères, ils me font un fils très rapidement. Donc. Et Murat n'est absolument pas au courant de tout ça. Donc là, à partir de là, je dirais que la relation était de toute façon pas équilibrée. Il n'y a aucune relation équilibrée avec Napoléon. Napoléon, il nage au-dessus des cimes. Enfin, il nage, il vole au-dessus des cimes. Mais la relation va beaucoup s'envenimer à partir de là. Napoléon va beaucoup commencer à s'inquiéter. Murat se raffiner jusqu'au bout. Il faut comprendre qu'il fait la campagne de Russie il y a 46 ans quand même. Hein. Sa fortune est faite, il a fait le royaume de Naples, etc., etc. Il a autre chose à faire. Maintenant, il va quand même faire la campagne de Russie. Il ira jusqu'à la campagne d'Allemagne et Napoléon n'arrêtera pas de critiquer la gestion qu'il a du royaume de Naples, parce que Murat gouverne en Italie avec des Italiens, ce que Napoléon ne supporte pas. Et donc il y a une grosse mésentente entre Murat et Napoléon sur ce sujet-là. Et d'ailleurs Tullard dira, le professeur Tullard dira que Napoléon III en fait est l'héritier politique de Murat, mais pas de Napoléon Ier, parce que Murat a compris le principe des nationalités et le principe des monarchies constitutionnelles libérales. Ce que Napoléon ne comprenait pas. Et donc ça, jusqu'à la fin, vraiment, cette brouille, n'arriveront pas à se rétablir là-dessus. Et est-ce que Napoléon, bon, je connais un peu la réponse, mais c'est pour que tout le monde le sache, est-ce que Napoléon en a voulu un petit peu à Murat de l'avoir un petit peu, de faire alors, en fait, Napoléon, on a toujours cru, par exemple, c'est pas du tout quelqu'un qui gardait une rancœur ou quoi que ce soit, pas du tout. Le mémorial de Sainte-Hélène sur lequel on se base pour accabler Murat, je vous rappelle, c'est une œuvre de fiction. Le mémorial de Sainte-Hélène a été publié en 1823, il a été confisqué par les Anglais en 1816, quand on a retrouvé, quand la Fondation Napoléon a fait ce merveilleux travail, a retrouvé le manuscrit original de Sainte-Hélène, ça fait 800 pages. Lascaz en a publié plus de 2000, donc il y a des inventions complètes dans le mémorial
Lascaz. Ici, il y a des citations de Napoléon qui font 15 pages de suite. Il y a une mémoire exceptionnelle. Donc non, on ne peut absolument pas s'appuyer sur le mémorial de Sainte-Hélène, parce que là, pour le coup, c'est un coup il a tiré à la ligne, c'est un coup éditorial, il voulait faire de l'argent. Donc, comme on était en période bonapartiste, de renouveau bonapartiste, il fallait faire de Napoléon le Messie qui n'a fait aucune erreur, et il fallait trouver un Judas sur lequel faire porter toutes les erreurs de Napoléon, c'est-à-dire la campagne de Russie, l'Espagne et la campagne de France. Donc on les a mis sur les dos de Murat, puisqu'il est membre de la famille impériale, mais il n'a pas le sang, donc ça va, on ne touche pas à la Sainte Famille complètement. Et donc c'est sur Murat que c'est tombé. C'est très très injuste. Ce que vous ne trouverez pas juste. Ah non, mais c'est pas moi qui trouve pas ça juste. C'est faux. Donc Jean Tullard a démontré que notamment pour accabler Murat dans le mémorial de Sainte-Hélène, il y a un courrier de Napoléon à Murat en train d'expliquer à Murat, attention, ce que tu fais en Espagne va créer une émeute. Tullard est très, très surpris, il se dit, c'est marrant, c'est pas le genre de Napoléon de comprendre le mouvement de nationalité. Donc Tullard a fait une étude très approfondie, il a démontré de façon scientifique que ce courrier est un faux. C'est un faux courrier, pour accabler Murat, dans le mémorial de Sainte-Hélène. Donc non, c'est absolument pas, Napoléon n'est absolument pas responsable, hein, c'est Lascaz. Si vous rencontreriez monsieur le prince Murat et Napoléon, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Merci. Tout simplement, merci. Parce que l'héritage napoléonien et l'héritage murato-napoléonien est vertigineux. Enfin, c'est vertigineux. Le monde entier leur doit quasiment tout. Enfin, c'est pas uniquement la France. Une fois de plus, j'insiste. Hein, le principe de la démocratie libérale, c'est Napoléon. Donc ça paraît contre-intuitif parce qu'on a essayé de donner cette image de gouvernement autoritaire à Napoléon, mais la diffusion du droit de tous, de l'égalité de chacun devant la loi, ce qui est absolument clé, c'est Napoléon. Il a inventé les prud'hommes. Il a inventé les prud'hommes, il a tout fait. Tous les employeurs, là, ils disent... Le droit de syndicat, c'est Napoléon. Personne n'a Napoléon. Non, mais tous les acquis sociaux, c'est Napoléon III, la caisse de retraite, c'est Napoléon III. D'ailleurs, je crois que Napoléon Ier avait déjà commencé les caisses de retraite. Moi, je suis vraiment très ému de vous avoir. Et je vous remercie pour votre humilité de venir ici ce soir, de vous asseoir avec moi et d'accepter ce prix qui vous revient très très bien. Un petit mot ? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, il y a une question qu'on me pose de temps en temps et à laquelle j'aime bien répondre, qui est quelle leçon vous tirez de Napoléon, de Murat, etc. En fait, une leçon très simple. Pour moi, Napoléon et Murat sont les deux plus grands kinésithérapeutes de l'histoire. Que c'est eux, Napoléon évidemment, qui nous ont appris à nous tenir droit. C'est l'hymne national polonais. Hein. Napoléon nous a appris à nous tenir droit, avoir la tête bien haute, marcher jusqu'à charger s'il le faut. Donc c'est pour ça que j'aime Napoléon et Murat. Bravo. Parce que votre arrière-grand-père doit être très très fier de vous, de l'héritage que vous amenez aux gens. Alors, vous m'avez dit une petite anecdote qui était très rigolote, parce que on dit de Murat, du prince Murat, qui était très grand de taille. Alors, il n'était pas si grand que ça, il faisait 1m83, c'est ça? 1m83, je crois. 1m83, mais un jour, il avait dit, vous pouvez me raconter l'anecdote que vous m'avez dit? Ah oui, non, c'était Mortier, c'était sur Mortier, c'est une anecdote que partageait avec nous David Chantin. Le maréchal Mortier, lui, était le plus grand de tous, il faisait 2 mètres. Et un jour, Bonaparte Napoléon demande au maréchal Mortier de lui attraper un bouquin dans sa bibliothèque. Et Mortier lui dit, bah oui, évidemment, je suis plus grand que vous aussi. Et Napoléon regarde et dit, non, Mortier, vous n'êtes pas plus grand, vous êtes plus long. On peut applaudir très fort le prince Joachim Murat, merci. Alors maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais appeler son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Égypte, un très très grand monsieur, Monsieur Ala Youssef, s'il vous plaît. Bravo. Attention, voilà. Comment allez-vous? C'est un honneur de vous avoir, je vous en prie, installez-vous. Alors, juste une petite question, 2 petites questions. D'abord, qu'est-ce que représentent, s'il vous plaît, ces 2 grandes personnes que nous avons, ces 3 grandes personnes que nous avons ce soir, que nous honorons, M. Ahmed Youssef, Marianne Khoury et le grand, paix à son âme, Youssef Chahine. Qu'est-ce que ces 3 personnes représentent pour l'Égypte, s'il vous plaît, Votre Excellence? Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes remerciements pour m'inviter à cette conférence et aussi à la clôture de ce festival. Je me réjouis vraiment d'être parmi vous ce soir. Et je suis très fier aussi à assister à la conférence du Dr Ahmed Youssef et la remise des prix à 2 grandes personnes égyptiennes, bien sûr, le regretté cinéaste Youssef Chahine et Dr Ahmed Youssef.
Et je voulais aussi saluer parmi nous la présence de Madame Mariam Khoury. Et surtout le rôle qu'elle joue actuellement pour préserver le patrimoine de Youssef Chahine. Un cinéaste que moi, personnellement, j'ai aimé le cinéma à travers les films de Youssef Chahine. Je me rappelle très bien des films phares dans l'histoire de l'industrie cinématographique de l'Égypte, surtout le retour de Bonaparte, et on va en parler bien sûr, et puis le destin, le retour de Fils prodigue, L'Oiseau, plusieurs films qui ont marqué l'histoire de l'industrie de film égyptienne et qui ont aussi incarné, j'ai toujours regardé à Youssef Chahine comme un Égyptien qui a incarné les rêves des talents égyptiens qui partent à l'étranger pour apprendre, mais aussi qui ont gardé toujours les liens très forts avec leurs racines, qui ont rentré pour contribuer au développement de leur pays. En même temps aussi, c'est à travers Youssef Chahine que je suis très attaché à la France, à la culture, à la civilisation française. C'est au début des années 80 qu'il a commencé la coproduction avec plusieurs metteurs en scène et producteurs français pour produire des films en Égypte et dans toute la région. C'est pour ça qu'à travers ces films que j'ai aussi appris le français et que je suis très attaché à la France. Nous sommes très attachés à vous aussi. Avant de terminer aussi, Dr Ahmed Youssef, c'est quelqu'un que nous sommes très fiers en tant qu'écrivain, historien, quelqu'un qui a aussi, je pense qu'on vous l'avait présenté au début de sa conférence, l'encyclopédie de cette époque napoléonienne et aussi dans la relation entre l'Égypte et la France. Surtout, vous devez lire son livre sur le capitaine Bochart qui décrit cette période, comment Champollion a déchiffré la langue hiéroglyphe, cette guerre de Rosette. L'année dernière, on a passé presque, j'y étais dans une vingtaine d'exhibitions, des conférences pour parler de bicentenaire de la découverte de la langue hiéroglyphe par Champollion. C'est pour ça quelqu'un, Dr Ahmed Youssef, que je respecte énormément et que nous sommes très fiers de ses ouvrages. Bravo. Bravo. Alors, question. Qu'est-ce que Napoléon représente pour les Égyptiens dans le monde contemporain? Parce qu'à l'époque, on l'a vu dans le film, c'est un petit peu partagé, mais qu'est-ce que représente aujourd'hui pour vous, en tant qu'ambassadeur, Napoléon dans le monde contemporain en Égypte, s'il vous plaît? Écoutez, une conquête, c'est toujours une conquête. Et si vous avez suivi le film, les jeunes patriotes égyptiens qui se manifestaient contre, après tout, des forces extérieures. Je me rappelle très bien une phrase qui a été prononcée par les jeunes patriotes égyptiens, l'Égypte restera toujours très précieuse pour moi. C'est quelque chose que, comme des Égyptiens, bien sûr, qui n'étaient pas tous contents d'envahir leur pays. Mais, entre-temps aussi, on doit dire quelque chose que, quand Bonaparte est venu en Égypte, il est venu avec 160 savants. Vous avez mentionné qu'il est venu avec 56 000 soldats, mais parmi eux, il y avait aussi 160 savants, médecins, archéologues, égyptologues et aussi dans plusieurs domaines. Et là, madame a mentionné il y a un petit moment Champollion, mais aussi je voulais vous parler d'un autre savant français, Claude Balme, un médecin qui a beaucoup contribué à la médecine en Égypte, et même les Égyptiens, pour mémoriser ou pour honorer sa mémoire, ils ont appelé une rue au centre-ville Claude B. C'est ce médecin français, Claude Balme, qui a aussi contribué les résultats de cette campagne napoléonienne. C'est pour nous, les Égyptiens, on a toujours gardé en mémoire ce que ces savants ont pu produire durant leur séjour en Égypte, et Champollion et la langue hiéroglyphe est un exemple. Mais je voulais aussi vous mentionner
les découvertes et la contribution un autre Français qui faisait partie de cette campagne. Et Monge aussi, qui a créé le crayon de papier, c'est ça? David? Oui, oui, exactement. Ah oui, Comté, oui, pardon, oui. Oui, comptez. Comté, d'où la marque de crayon de papier, Comté, Voilà. ça vient de là. Bon, pourquoi? Mais, comment est-ce qu'aujourd'hui, en Égypte, on enseigne l'époque napoléonienne, la conquête de l'Égypte, cette campagne, si vous préférez, elle est enseignée aujourd'hui dans les écoles? Est-ce que c'est vu comme quelque chose où on veut le retirer un petit peu de l'histoire, ou on le célèbre au contraire, s'il vous plaît? Écoutez, cette période fait partie de notre histoire. Et je pense aussi qu'il marque un chapitre très important des relations franco-égyptiennes, des relations de longue date, des relations très riches qu'on continue à développer. Mais bien sûr, ça fait partie de notre histoire et c'est quelque chose qu'on tient beaucoup à parler. Et comme je vous ai dit maintenant, ce que les savants ont produit durant leur séjour ont toujours été gravés dans notre mémoire collective. Et j'ai vu même qu'il y a des sites archéologiques, j'ai vu ça hier par hasard sur Arte, entre parenthèses Arte, bravo pour les documentaires qu'ils font sur Napoléon, sur l'Égypte, extraordinaire. Et j'ai vu hier soir, vraiment, sur Arte, il y avait des sites archéologiques égyptiens et tout, où il y a les soldats, les généraux français qui ont gravé leur nom dessus sur la pierre elle-même et les années aussi. Donc, comment cet héritage est perçu? Parce que j'ai cru voir, j'ai cru entendre que oui, les Français sont venus, ont un peu pillé les œuvres des Égyptiens, comme l'obélisque, etc. Comment, sans rentrer dans la politique, est-ce que cet aspect, on le met sur We blame Napoleon for it? L'obélisque était un cadeau de Mohamed Ali. C'était pas... Ça, vous rétablissez Oui. Une vérité. Et je pense Dr Ahmed Youssef pourra vous donner toutes les informations sur le transfert de l'obélisque. Et en fait, je voulais vous dire quelque chose de très important que mon épouse me rappelle maintenant. Il y avait un autre obélisque que Mohamed Ali devait donner comme cadeau à la France, mais cet obélisque a resté à Luxor. Et c'était le président François Mitterrand, en 1981, qui a dit merci beaucoup, gardez l'obélisque à Luxor. Vous allez le chercher maintenant? Je pense pas. C'est trop tard maintenant. Je viens de votre part. Non? Discrètement, on le coupe en plusieurs morceaux. Je voulais aussi dire quelque chose de très important, que la France reste un modèle pour tous les pays occidentaux dans le domaine de restitution des œuvres, des pièces à leur pays d'origine. En 2021, la France nous a rendu 114 pièces qui ont été confisquées par les autorités françaises. Et aussi, on a présenté ça au monde entier pour dire, voilà, la France que donne l'exemple à la restitution des biens culturels à leur pays d'origine. Et l'histoire des relations franco-égyptiennes est pleine des exemples, des collaborations dans ce domaine. Il y a un truc, par contre, on ne vous restituera jamais, c'est Ahmed Youssef. Il est avec nous, hein, ça, vous ne pouvez pas l'avoir. Nous sommes très fiers de l'avoir ici en France comme un pont entre les deux cultures et les deux civilisations égypto-françaises. Alors, avant d'inviter Marianne Khoury et de montrer l'hommage à Youssef Chahine, il y a ce film Adieu Bonaparte, que vous connaissez, je suis sûr, par cœur. Il y a eu des lieux absolument historiques dans lesquels Youssef Chahine a eu la possibilité de tourner. Marianne Khoury en a parlé lorsqu'on a eu une petite interview. C'est absolument impensable d'avoir toutes ces autorités, ces autorisations. Est-ce qu'un film Adieu Bonaparte serait possible d'être tourné en Égypte aujourd'hui? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je ne vois aucun inconvénient. Encore une fois, c'est une période de notre histoire et je pense que c'est toujours possible de montrer ces exemples, surtout les côtés positifs. Et il y en a beaucoup. Et encore, je rends hommage à M. Yves Terran dans Figaro Magazine, qui a fait 4 pages, 6 pages même peut-être, sur le Caire, je pense que vous avez vu, qui sont absolument brillantes et qui montrent cette jeunesse égyptienne, pas que d'Égypte d'ailleurs, entre parenthèses, dans tout le monde arabe, qui a cette soif
qui a cette réalisation, si je puis dire, qu'ils sont le futur de leur pays. Et ils ont ce désir d'études, pas seulement parce qu'avant, et j'en sais quelque chose, parce que mes parents viennent de ces pays-là, avant, pour réussir, il fallait quitter ces pays-là. Aujourd'hui, vous pouvez étudier en Égypte et vous pouvez réussir en Égypte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça et quel serait votre message à la jeunesse égyptienne? L'éducation est notre priorité. Nous donnons beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements pour l'éducation. Mais vous devez savoir aussi, c'est quelque chose de très difficile dans un pays de 100 millions, presque maintenant 105 millions d'habitants, et avec une croissance démographique de 2,5% chaque année. C'est très difficile de leur fournir la bonne éducation. On fait tout ce que nous pouvons pour garder un bon niveau d'éducation. En même temps aussi, c'est un autre domaine, pour moi personnellement, en tant qu'ambassadeur d'Égypte ici en France, de donner beaucoup d'importance à l'éducation. J'ai presque 7000 étudiants égyptiens qui sont en train, soit période universitaire ou post-graduate, éducation supérieure. Et moi, personnellement, moi et mon épouse, nous sommes des anciens élèves des écoles françaises en Égypte et nous tenons beaucoup des grands respects à nos professeurs de français. Nous le devons beaucoup pour ce qu'ils ont fait, qu'ils sont en train de faire aussi en Égypte, dans la matière d'éducation de français en Égypte. On peut applaudir son excellence, s'il vous plaît, très très fort. Née en Égypte, Mariam Khoury fait des études d'économie au Caire et à Oxford. Avant de se dédier au cinéma pendant plus de 30 ans, elle est la proche collaboratrice du réalisateur iconique Youssef Chahine. En parallèle, elle produit et coproduit plus de 30 films, documentaires et fiction, qui remportent de nombreux prix dans des festivals internationaux en 2010. Elle passe à la réalisation avec Zelal, documentaire sur les perceptions sociales et individuelles des personnes handicapées mentales, soulevant des questions sur le concept même de folie. Le film est présenté au Festival de Venise et gagne le prix Fipresci au Festival de Dubaï. Elle a également participé à la création du panorama du film européen du Caire, merci beaucoup, et a créé la salle Zawiya, pardonnez-moi, premier cinéma, art et essai d'Égypte. Elle a été membre du jury de nombreux festivals et consultante pour plusieurs institutions culturelles. Parle-moi d'elle et son deuxième long métrage en tant que réalisatrice. Mesdames et messieurs, Mariam Khoury. Alors, ma chère Mariam, on démarre d'abord par Youssef Chahine. J'ai le plaisir de vous remettre le prix Napoléon en l'honneur de Monsieur Youssef Chahine. Qui était Youssef Chahine? Vous l'avez très bien résumé ici. Vous avez résumé 60 ans de carrière en 2 minutes. Bravo pour celui qui a fait les extraits. C'était très émouvant. Ah, bravo. Youssef Chahine, c'est un personnage très... Enfin, on peut dire que c'est un génie. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, d'être sa nièce. Donc, c'est juste par hasard que je suis sa nièce. Donc, j'ai pu le connaître à plusieurs niveaux, mais c'est pas seulement au niveau familial, parce que la famille, oui, c'était très important pour lui, mais il fallait rentrer dans son monde. Il fallait rentrer dans son monde, dans son culte, en fait, qui était le cinéma. Donc, j'étais très proche de lui. Et c'est un personnage qui vous donne beaucoup de choses, enfin, qui vous donne beaucoup de tendresse, qui vous donne beaucoup d'amour, mais en même temps, qui est très rigoureux et qui demande beaucoup de choses. Donc, c'est un personnage très complexe. Donc, la relation avec lui, moi et lui, c'était très, très complexe. Alors, pourquoi j'ai vraiment tenu à voir Madame Khoury, qui est venue spécialement d'Égypte, je tiens à dire, pour être là aujourd'hui parmi nous, c'est que Madame Khoury était, tenez-vous bien, la productrice du film Adieu Bonaparte. Attendez, oui. Productrice exécutive. Productrice exécutive. Parce que voilà. Ça, c'était vraiment mes débuts. J'avais à peine 20 ans. C'était depuis 40 ans. En 82, on a commencé à travailler sur Adieu Bonaparte.
Donc moi, je venais de démarrer. J'avais fini mes études. J'ai fait 2 ans dans une banque pour apprendre un peu comment ça se passait, comme j'avais fait des études d'économie, comme vous savez. Et donc, c'était vraiment, pour moi, c'était le début. Donc, il m'a embarqué dans cette aventure qui était énorme, en fait. C'était la première coproduction avec la France. Donc, il y avait un protocole qui venait d'être signé entre Jacques Lang et le ministre de la Culture égyptienne en ce temps-là. Et ça a été la première coproduction. Et à partir de là, il y a eu d'autres projets. Mais ça, c'était la première coproduction. Et ce n'était pas n'importe quelle coproduction. C'est-à-dire, il y avait Michel Piccoli, Patrice Chéreau, les grands techniciens, Yvonne Sassino-Denel. Il y avait 200 personnes sur le tournage. C'était un énorme projet. Donc moi, j'étais toute jeune et il m'a jeté dans cette production, en fait, où peut-être c'était grâce à ma curiosité qu'il m'a passé cette passion, en fait, parce qu'il n'y a pas de logique quand on travaille dans le cinéma et qu'on tient à ce métier. Il n'y a pas vraiment de logique parce que on met tellement de temps, on met tellement de soi, on met tellement d'énergie que ça n'a pas de sens. Mais il faut aimer. Donc, je pense qu'il m'a passé cette passion et que, voilà, j'ai continué pendant les 40 ans qui suivent. Bravo. Et comment est né ce désir de Youssef Chahine de faire un film sur Napoléon? Et comment est-ce qu'il a construit un petit peu l'histoire? Bien sûr, on comprend que l'Égypte, c'était évident qu'il parle de l'Égypte, mais il a montré aussi le point de vue égyptien, depuis l'intérieur de l'Égypte, depuis l'intérieur des Égyptiens. Ce qu'on voyait à ce jour, d'ailleurs, on ne voit dans aucun film. Oui, bien sûr. Je pense que, je ne sais pas exactement la raison, mais je sais que lui, il étudiait toujours le contexte personnel, le contexte familial, le contexte national, le contexte international, et que les relations égypto-françaises en ce temps-là étaient bonnes. Et donc, il a dit, il veut faire une coproduction, et c'est comme ça qu'il a été présenté ce projet à M. Lang. Et il a fait beaucoup de recherches pour écrire le scénario avec Komoli, et il y avait Mohsen Mohiddine aussi qui a écrit le scénario avec lui. Et je pense que dans ses films, il cherche toujours un personnage qui lui ressemble. Et c'est pour ça que je vous avais dit Caffarelli, il n'était pas censé être un mauvais type dans le film, parce qu'il il se trouve toujours dans plusieurs personnages, en fait, dans le film. C'est toujours des films très personnels, mais qui sont dans la grande histoire. Donc, il mêle, alors je pense que c'était sa force de mêler tout ça dans un film. Donc, il raconte beaucoup de choses. Et que pensait-il de Napoléon lui-même, son histoire? Je pense qu'il était plus intéressé par Caffarelli, Ah oui. mais par Napoléon, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il a montré tout ce que l'expédition française, et c'est un film qui a été très controversé quand il a été fait, parce que il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, que ce soit en Égypte ou en France. Alors, pourquoi? Parce qu'on ne montre pas l'image que les gens attendent de Napoléon, parce qu'on trouve des choses dans le film que les gens ne connaissaient pas très bien. Il y a des gens qui sont contre l'expédition française en Égypte, et que pour eux c'est des colonisateurs, et que peut-être en France aussi, il y a des gens qui n'aiment pas voir Bonaparte comme ça, mais ils aiment, je ne sais pas, c'est un nouveau visage de Bonaparte que peut-être les gens ne connaissaient pas. Il y a une scène qui est extraordinaire, c'est on le voit créer son discours. Oui. Quand il est dans ça, avant de le dire vous avez vu cette scène? Oui. Extraordinaire, je crois, j'en ai jamais vu ça. Quel est l'héritage, avant de vous laisser, quel est l'héritage aujourd'hui de Youssef Chahine pour, je dirais, les contemporains de ce jour en Égypte? Qu'est-ce qu'il représente? C'est le père du cinéma égyptien? Oui, Youssef Chahine a laissé plusieurs œuvres, enfin il y a 45 films, donc je pense que nous, en tant que famille, en fait, et société qu'il a créée depuis 50 ans, on vient de fêter le 50e anniversaire de Miss International Film en décembre passé, donc on a restauré plusieurs de ces films, il y a une vingtaine de films qui ont été restaurés, et on restaure aussi d'autres réalisateurs dans la société, c'est-à-dire on a cette conscience de restaurer le patrimoine et de créer un département d'archives, même malgré il y a eu à la Cinémathèque française, 10 ans après le départ, il y a eu une exposition avec
plusieurs de ses films qui ont été restaurés, une grande exposition d'images. Dans Adieu Bonaparte, bien sûr. Il a été restauré par TF1 aussi. Il a été aussi acheté par TF1, parce que je dois saluer aussi aujourd'hui notre coproducteur français qui a disparu, qui est Humbert Balzan, qui a été extraordinaire avec nous et qui a été aussi au départ le partenaire de ce projet, en fait, parce qu'il y avait beaucoup du mal à monter. Il y avait le protocole, mais il y avait beaucoup de mal à monter le projet financièrement. Donc, Humbert Balzan est arrivé et il a dit, moi, je vais accompagner ce film. Et d'ailleurs, j'ai compris qu'est-ce que c'était un producteur. C'était accompagner un film. Il y a quelque chose d'absolument extraordinaire chez Youssef Chahine, c'est comment il filme les regards, comment il filme les yeux. Il filme, il y a cette scène extraordinaire quand il filme le regard de Napoléon comme ça. Comment, malheureusement, Patrice Chéreau n'est pas avec nous aujourd'hui, qui d'ailleurs, je trouve, est absolument extraordinaire dans le film par rapport à l'époque de Napoléon dans sa vie. Caster Chéreau, c'était une idée de génie. Comment cette idée de casting, justement, s'est faite avec Patrice Chéreau et comment la relation entre l'acteur et le réalisateur s'est-elle faite pour justement créer un Napoléon, un Bonaparte. Oui, je pense que ça a été extraordinaire d'avoir Patrice, de penser à Patrice Chéreau pour le rôle. C'était une idée de Youssef Oui, mais je pense qu'il avait beaucoup d'amis français aussi, comme Oli. Pardon Jacques Lang. Ouais. Bon, merci, monsieur Ahmed. D'accord, donc c'était extraordinaire d'avoir un acteur de théâtre, d'avoir un réalisateur, tout ça, de jouer, parce qu'il fallait quelqu'un qui pèse, enfin quelqu'un d'assez important pour tenir le rôle. Voilà. Et comment ils ont travaillé tous les deux. C'était formidable, il y avait une osmose entre lui et Piccoli, et en fait, pas seulement toute l'équipe française, parce qu'il y avait aussi une équipe française. Et avec Chahine, je pense que peu de gens comprennent qu'est-ce qu'une coproduction. Les gens pensent que les Français, ils vont donner de l'argent et aller faire le film, voilà, vous allez faire le film que vous voulez. En fait, la coproduction, c'est pas ça. C'est des relations humaines. Et c'est ça ce qu'on a appris avec Chahine. C'est comment avoir un coproducteur, comment travailler avec des techniciens français qui ne connaissent pas vraiment la culture de l'Égypte. Ils aiment l'Égypte, mais ils ne connaissent pas. Donc, il faut vraiment vivre ensemble. Et c'est ça ce que j'ai appris de lui aussi. Et comment ce film, Adieu Bonaparte, est vu aujourd'hui de nos jours. On a eu son Excellence qui nous a dit quelques mots. Mais comment est-ce que ce film, Adieu Bonaparte, est-il vu aujourd'hui en Égypte par les contemporains? Il n'est pas trop vu en Égypte, mais maintenant, tous les films de Youssef Chahine, enfin, plusieurs de ces films ont été achetés par Netflix. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont l'occasion de voir les films. En 2018, on a fait une rétrospective en Égypte, dans la salle Zawiya, et c'était extraordinaire de voir tous les jeunes, tous les soirs, qui voulaient voir les films de Chahine sur grand écran, parce que c'est pas la même chose quand on les voit, c'est très impressionnant, en fait, quand on les voit sur grand écran. On l'a vu cet après-midi. Vous avez vu le film? Qui a vu le film aujourd'hui? Hein, superbe hein, de voir en grand écran les batailles napoléoniennes, etc. Combien de budget et combien En ce temps-là, 85. En 84, c'était 24 millions de francs. Voilà, je me rappelle Ça bien. fait quoi, 4 millions d'euros, non? Non, ça je me rappelle pas du tout, mais c'était Combien beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent. Hein. Et donc, moi, je faisais que compter toute la journée. C'était ça, 4 millions d'euros. Mais c'était 4 millions d'euros en 85, c'est 100 millions d'euros aujourd'hui. Peut-être, mais tout a été dans le film, croyez-moi. Oui. Chahine était très fort dans ça. S'il a 24 millions, il va les dépenser. S'il a 2 millions, il va les dépenser. S'il n'a rien du tout, il va quand même faire le film. Donc, c'était très fort. On lui doit beaucoup. Et on vous remercie vraiment pour ce que vous faites pour porter la mémoire de Youssef Chahine, de porter ce film Adieu Bonaparte, de l'avoir restauré. Et puis aussi pour vous, en tant que productrice, de donner la voix, si je puis dire, à tous ces réalisateurs et producteurs, cette nouvelle génération qui, comme je disais avec son excellence, sont le futur de l'Égypte. Il y en a beaucoup de jeunes. Il y en a beaucoup de jeunes. C'est-à-dire, j'ai un peu l'expérience avec des ateliers qu'on prépare, qu'on fait. Et vraiment, il y a des voix féminines qui sont très importantes aussi. Eh bien, bravo. Merci beaucoup. Merci des applaudissements. Et merci à vous pour cette sélection, pour cette programmation et pour cet événement. Merci. Marianne Poré, mesdames et messieurs. Alors, il y a tout juste 20 ans, vous avez écrit votre célèbre Bonaparte et Mahomet, un livre absolument extraordinaire, gratifié d'une belle préface de l'éminent Jean Tullard. Jean Tullard, c'est le top du top. Hein.
Il est traduit en plusieurs langues. Beaucoup d'autres ouvrages ont suivi, notamment votre monumentale traduction de la correspondance de Bonaparte en Égypte. On peut l'applaudir pour ça. Qui vous a valu d'être élu membre au prestigieux Institut d'Égypte. Institut d'Égypte, qui est, rappelons-le, est fondé par Bonaparte, mesdames et messieurs. Nous célébrons, absolument, nous célébrons cette année son 225e anniversaire. Votre dernier ouvrage, Le Capitaine Bouchard, cet inconnu qui a découvert la pierre de Rosette, est une belle preuve de votre amour pour les archives et votre passion pour les héros inconnus des scientifiques de cette grande aventure militaire. Même dans vos autres œuvres consacrées à d'autres thèmes, tels que l'Orient de Jacques Chirac ou la politique arabe de la France, ou encore Nos Orients, le rêve et les conflits, que vous avez co-signé avec Jean Lacouture. Vous aimez toujours évoquer les conséquences politiques et scientifiques de l'expédition sur le monde d'aujourd'hui, notamment sur les relations entre la France et l'Égypte, dont vous êtes un des experts. Vous êtes promu chevalier des arts et des lettres de la République française. Je peux vous applaudir. Alors, juste que vous sachiez, mesdames et messieurs, le prix Napoléon, c'est au-dessus du chevalier des arts et des lettres. C'est voilà, on est un petit peu au-dessus, mais c'est bien quand même, hein, vous savez pas. Le prix Napoléon que j'ai choisi de vous remettre, et je remercie David Chantran qui m'a également parlé de vous, mais je savais qui vous étiez, est un geste de reconnaissance et un témoignage amical envers votre pays natal, l'Égypte, que nous aimons tant, et votre contribution au monde napoléonien et cet amour pour votre Égypte et votre France. Mon cher Ahmed, shukran, et j'ai le plaisir de vous remettre le prix Napoléon d'honneur. Alors, qui a vu la belle conférence aujourd'hui de M. Ahmed Youssef? Levez la main, levez la main. Les chanceux, les chanceux, les chanceux, les chanceux. Vous n'y étiez pas, monsieur. Pourquoi vous n'y étiez pas? Pour quelle raison, monsieur? Dites-nous tout, dites-nous tout. Bon, vous savez quoi, on aura la vidéo. Vous allez pouvoir vous rattraper. Alors, mon cher ami, qui êtes-vous? Je suis un Égyptien d'Alexandrie qui a grandi dans un milieu de tolérance francophone. On m'a appris le français pour résister à l'occupant anglais. Donc le français était un choix politique de la part de mes parents, de ma famille. Il fallait combattre l'occupation. Mais c'était une leçon de Bonaparte également. Je suis un ami, un amoureux de l'Égypte. Fasciné, chaque fois je vois un Égyptien qui parle français. Vous voyez comment l'ambassadeur parlait, son épouse, c'était merveilleux. Et chaque fois, c'est j'ai le cœur qui bat quand je vois les Égyptiens parler comme ça, parler comme lui, avec raisonnement, avec sagesse. Et je trouve ça c'est merveilleux. Donc je suis une passerelle entre deux mondes. Monsieur l'ambassadeur a dit un pont, c'était merveilleux. Je suis une passerelle, je le resterai, je crois. L'âge avance, je vais avoir bientôt, dans 2 ans, 70 ans, et que je me dis, c'est grâce à cette passion que je tiens le coup, que j'avance, que la vie est belle, en ayant l'Égypte comme mère et la France comme maîtresse. Alors, qu'est-ce qui est mieux, la mère ou la maîtresse? Ça, c'est une question difficile. Alors, que représente Napoléon pour vous? Vous voyez, dans les écoles, dans les manuels scolaires égyptiens, on ne parle quasiment que des conséquences scientifiques. Ça, c'est très bien. Mais je voudrais, pour compléter ce qu'a dit M. l'ambassadeur tout à l'heure, c'était merveilleux de rappeler Masr al-Ghali. C'était très émouvant. Ça veut dire l'Égypte me restera toujours chère à mon cœur, dans le film de Chahine. Mais je voudrais vous ramener, pour répondre à ta question, mon cher David,
On est devenus amis. Bah, Vous voyez, tout tu es de mon suite, on frère. vient de nous voir. Je Une t'ai bonne mis dans mon amitié. testament déjà. Une bonne amitié, ça s'improvise aussi. Hein. Et que dans le livre de Nasser, en 54, Nasser, qui venait de devenir donc président de l'Égypte, il a publié un livre qui s'appelait La philosophie de la révolution. Dans la toute première page, il parle de Napoléon. Et c'est Nasser, c'est le père du nationalisme arabe. Il dit que l'expédition était une conquête militaire. Mais elle a ouvert l'Égypte à des horizons nouveaux, vers le monde moderne et vers la tolérance. Et c'est Nasser qui parle. Déjà, c'était une grande leçon. Mon père, qui était nasseriste, hein, comme tous les pères de l'époque, me disait, regardez, lui, il parle de Napoléon comme ça. Nous devons suivre cet exemple. Ça, c'est l'aspect lumière de Nasser. Hein. Tout n'était pas noir. Il y avait un aspect lumière. C'était un laïc, c'était un modernisateur, comme le président Sisi aujourd'hui. C'était un laïc, un modernisateur, un homme ouvert sur le monde. Et donc, il fallait encourager. En tout cas, pour répondre à la question, Napoléon, c'était pour moi un signe, un signal de modernité. Et comment s'est passée cette première rencontre? C'était avec Nasser, où tu as entendu le mot Napoléon? Mais attends, mais c'est qui Napoléon? C'est quoi Napoléon? C'est venu à ce moment-là, au moment de Nasser, par tes Bien parents? plus tard, parce que Nasser a écrit ça en 54, je n'étais pas encore né. Je suis né donc en 55. Mais dans les manuels scolaires, on parle beaucoup de Bonaparte. J'ai eu de la chance d'avoir dans les écoles gouvernementales égyptiennes des grands professeurs de français. Et c'était toujours, les leçons étaient toujours orientées vers deux choses, deux grands français. Donc d'abord Napoléon et après Jules Verne. Et nous faisons, je crois, quelque chose autour de Jules Verne cette année. Et que c'était fascinant de lire le mémorial de Sainte-Hélène abrégé, et après lire le Tour du monde en 80 jours abrégé. Alors j'avais à peine 11-12 ans. Donc toute la passion est née de là. Est-ce que Napoléon, j'ai lu ça, beaucoup d'Égyptiens le pensent, il a réveillé le monde arabe, pas seulement l'Égypte? Oui. Vous savez, l'expédition de Bonaparte était une chirurgie difficile. Une chirurgie assez difficile. Mais il fallait une chirurgie pour sortir de 4 siècles de torpeur ottomane dans le monde arabe. 4 siècles d'occupation. J'ai raconté l'histoire de l'horloge, madame l'ambassadrice. Il n'y avait pas un horloger auquel on ne connaissait pas des horlogers. Je parlais de l'imprimerie, mais c'était tout à fait normal, puisqu'on n'avait pas d'horloger. Donc, lui, il est venu avec ses canons et son imprimerie et ses savants. Il nous a fait mal, mais il nous a réveillés et il nous a guéris de cette torpeur ottomane. Et pour terminer avec ce point, ben, c'est très important, et que lui-même, il en était victime après. On a fait tout de suite une révolte contre lui, après une révolte contre Kléber, etc. Et je termine là. Et que vous voyez, dès qu'un Égyptien a pris le pouvoir, dès que Mohamed Ali a pris le pouvoir après lui, le modèle de gouvernance, enfin, le modèle de l'État, c'était l'État de Napoléon. Le modèle de la modernisation, c'était la modernisation à la française. Et rien que pour cela, c'était un homme important pour l'Orient tout entier. Mon livre sort au mois d'octobre, Napoléon vu par les Arabes, où je consacre pour les Arabes d'aujourd'hui. Hein. Donc, vous allez être très surpris de voir comment les Arabes d'aujourd'hui regardent Napoléon. Ben, c'était justement ma prochaine question, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que comment est-ce que tu penses que les Arabes aujourd'hui, les Égyptiens aujourd'hui, voient Napoléon? Est-ce qu'il y a le même problème qu'il y a par exemple en France, où Napoléon peut être un peu critiqué? Comment, justement, répondons à la question du livre, du titre de ton prochain livre? Je crois que Marianne l'a dit tout à l'heure. Entre parenthèses, c'était une excellente idée d'inviter Marianne. C'était un témoignage de l'intérieur du génie de Chaïm. C'était très bien.
Comment les Arabes d'aujourd'hui Ah oui, voient d'accord. Napoléon? Mais là, il faut attendre d'avoir la sortie du livre. Mais on veut savoir maintenant. Mais si je dis maintenant, personne ne l'achètera. Ben, vous allez l'acheter ou pas? Les détails, Qui va l'acheter? Voilà, on va spolier. Alors, vas-y. Non, non, Rapide. écoutez, mais quand on voit qu'il y a aujourd'hui des Arabes qui s'appellent Napoléon. C'est pas vrai. Ah si, En Égypte? partout. Ah bon? Si. C'est énorme. Voilà. J'arrête là. Non, mais pourquoi? Non, Mais la, ça me dit mais la pas une réponse page. est la réponse est presque dans Mais le livre, il fait combien de pages? 350. Eh ben, tu veux bien nous faire une petite page là comme ça? Non, non, pour vous dire que aujourd'hui, Napoléon, c'est d'abord en Égypte. Hein. Le code Napoléon. 2. C'est l'Institut d'Égypte qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, ça c'est le génie de l'Égypte. Elle a gardé de l'expédition l'Institut. C'est-à-dire les canons ont disparu, mais restait l'Institut. N'est-ce pas merveilleux? Les mots restent. Voilà. La science est éternelle et elle appartient à tout le monde. Et l'Égypte a gardé, vous savez, au mois de décembre 2011, en plein événement printemps arabe, n'importe quoi, c'était pas du tout de printemps, c'était un cauchemardesque hiver. Parce qu'elle a apporté les islamistes au pouvoir. Mais pour vous dire que le 11 décembre, l'Institut d'Égypte a brûlé. Vous avez vu les images. Qui a vite pris la décision de restaurer l'Institut, d'aller le moderniser, de faire de lui aujourd'hui un phare de la science en Égypte? C'était l'armée égyptienne. C'était l'armée, c'était le monsieur de Tantan. C'était l'armée égyptienne qui a dit on ne veut pas d'aide de personne, l'armée va prendre en charge. Je me disais, en regardant les choses, c'est l'armée qui restaure l'œuvre de Bonaparte. Ah. N'y a-t-il pas ici une certaine filiation? Et à l'époque de Napoléon, il n'y avait pas d'armée égyptienne, on est d'accord? Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il avait le projet de créer un bataillon égyptien. Wow. Alors, si vous rencontreriez Napoléon aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait une question que vous aimeriez lui poser? Il n'y a même pas une zone d'ombre, un truc que vous ne savez pas. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez lui poser? Je l'ai posé à tous les grands historiens qu'on a reçus. Thierry Lantz, David Chantrane, etc. Qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question? Ça va être pas à Napoléon, mais à Bonaparte, hein, le général. D'ailleurs, lequel des deux vous préférez le plus? Le général. Le général. Le rêveur, le romantique, le jeune, le petit Corse. N'était pas prédestiné à tout ça, mais c'est une autre histoire. Peut-être je lui dirais, général, en vous, je suis un croyant qui doute. Magnifique. Et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Parce que je suppose qu'il a un peu guidé votre vie, si je peux me permettre. Oui. Donc, qu'est-ce que vous lui devez, si je peux me permettre? Et qu'est-ce que tu aimerais lui dire? D'abord, je regrette que les Français d'aujourd'hui n'ont pas pris la mesure de l'importance de la légende. Quand j'ai vu toute la polémique autour de ce bicentenaire, et après passez-moi, pardonnez-moi, messieurs, dames, le terme, cette merdique statue aux Invalides, je trouvais ça absurde d'accepter une chose pareille dans le haut lieu de la mémoire napoléonienne. Et comment les Français ont-ils pu accepter une chose pareille? Mais c'était l'art moderne, c'était moderne, ça faisait bling-bling ou je sais pas, c'était bizarre. Mais bon, donc j'aurais aimé, peut-être je lui dirais que reviens pour quelques mois. Quelques années, si c'est possible. Quelques années. Mais qu'est-ce que tu penses du wokisme? Alors, le wokisme, tout le monde sait c'est quoi? C'est cette nouvelle génération de personnes qui pensent que, par exemple, ils ont voulu faire retirer les statues de Napoléon un peu partout en France, etc. Toi, en tant qu'Égyptien, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi qui es passionné de Napoléon, toi qui connais les valeurs
de ce monsieur, de ce qu'il a fait, le réformateur, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais ça fait partie de la folie de l'époque. Ça veut dire tout ce qui est wokisme, fascinant. Et tout ce qui est bizarre devient une mode. Et tout ce qui est anormal devient une loi qu'on cherche à imposer à la société et à l'ordre et à la culture. L'ambassadeur a dit quelque chose, je crois que c'était monsieur l'ambassadeur, pas Marianne, je ne sais pas. Il a prononcé le mot civilisation française. Il y a ce qu'on appelle la civilisation française. Cette civilisation, ce n'est pas de la littérature. Hein. La littérature fait partie de la civilisation, mais elle-même, c'est toute une construction mentale, philosophique, architecturale, musicale, tout, scientifique, bien évidemment. On parlait de Champollion, mais il y a Pasteur. Dans chaque rue, dans chaque ville égyptienne, il y a une rue qui porte le nom de Champollion, de Pasteur, de Mariette, et bien d'autres. Donc il y a la civilisation française. Vous voyez, c'est terrible que demander à un Égyptien de défendre la civilisation française. Ça devient plus royaliste que le roi. Ça, c'est très mauvais. Très mauvais. Mais malheureusement, il va falloir résister un peu à cette vague de wokisme qui est en train de déformer la civilisation française. Mesdames et messieurs, on peut applaudir très fort Wissam El Youssef. J'aimerais monsieur Murat, madame Khoury, s'il vous plaît, remonter sur scène. Merci à David aussi. Ah, merci à vous. David, je me fais comme lui, il le mérite bien. Venez mon cher ami. Voilà. Merci à vous. Merci à beaucoup, David. mesdames et messieurs. Merci d'être venus. Et on vous retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup.